Dans ton cab par Align Technologies, c'est la série qui vous plonge chaque mois dans le quotidien des orthodontistes à travers le regard d'experts sur l'actualité du secteur, ses bonnes pratiques et ses innovations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Dans ton cab, un épisode dédié aujourd'hui aux risques professionnels de l'orthodontie. Qu'il s'agisse d'une douleur physique ou d'un surmenage mental, les praticiens dentaires sont exposés à des risques qu'il est essentiel d'identifier avant qu'ils ne s'installent. Nous allons voir aujourd'hui à travers des témoignages et des conseils de spécialistes des solutions qu'on peut mettre en place pour éviter ces risques. Alors avec nous pour en parler aujourd'hui, nous avons le docteur Victor Keinec. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc diplômé de la faculté de Nantes en 2012, vous exercez dans votre cabinet aux Essarts, c'est en Vendée, et vous êtes formé à Invisalign en 2019. Début 2023, vous souffrez de douleurs constantes au niveau des cervicales liées à votre pratique de l'orthodontie qui vous font donc souffrir au quotidien. Et une fois le diagnostic posé, vous avez pris ce problème à bras-le-corps pour le résoudre entre formation, ergonomie du cabinet, travail sur vos positions, adaptation aux nouvelles techniques. Vous allez nous raconter votre expérience et ce que vous avez mis en place pour améliorer votre quotidien et pour vous soigner. Également avec nous, le docteur Hervé Rakotomalala. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes orthodontiste spécialiste depuis plus de 13 ans, ancien praticien hospitalier, chirurgie maxillofaciale au CHRU de Lille et ancienne attachée universitaire à la faculté dentaire de Lille. Vous êtes aujourd'hui président d'une association d'orthodontistes spécialisés, le GOTA, et dirigeant de la clinique OrthoSmile de Marc-en-Barœul. Entre 2017 et 2021, vous avez été confronté à de nombreuses situations de surcharge mentale. On va en reparler, on va expliquer tout ça. Aujourd'hui, vous avez mis en place une nouvelle méthodologie de travail pour vous et pour vos équipes, et vous prenez la parole sur ce sujet important pour prévenir ces risques auprès de vos confrères via notamment votre association dont on va parler. Merci à vous d'être avec nous. Et enfin, le docteur David Blanc à mes côtés également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc diplômé d'état masseur kinésithérapeute en 99. Vous effectuez un DU d'ergonomie des gestes de posture en 2001, puis un diplôme d'ostéopathe en 2007. Et puis finalement, vous quittez cette profession de kiné pour vous relancer dans les études et vous devenez chirurgien dentaire en 2013 et certifié Invisalign depuis 2014. Alors, fort de cette double expérience, vous avez créé la société Ergonomie Dentaire en 2020 pour aider justement les 64 à 93%, ce sont les estimations de praticiens qui ont des douleurs et des choses à changer. Vous les aidez à changer justement leur façon de travailler. Vous partagez aujourd'hui votre temps entre votre pratique dentaire et vos formations justement pour les praticiens, et vous allez nous donner les bonnes pratiques à mettre en place dans les cabinets pour réduire ces risques physiques. Alors, on va parler dans un premier temps, messieurs, du corps de l'orthodontiste et de l'exposition de l'orthodontiste à des maux physiques récurrents dans le secteur dentaire. Docteur Blanc, c'est quoi justement les maux physiques les plus courants pour les orthodontistes ? Alors, c'est une profession qui est extrêmement touchée, que ce soit l'orthodontie ou toute la profession, tout le monde dentaire. Et si on va voir dans PubMed, qui est une référence pour nous, les statistiques sont dramatiques. Vous l'aviez dit, 64 à 93% de TMS. Et on retrouve toujours les mêmes sites. Alors, c'est cervical. Et effectivement, c'est apparu. On verra pourquoi cervical. Je vous expliquerai pourquoi les cervicales prennent en premier. Cervical, lombaire, épaule. C'est les 3 sites majeurs de TMS, de troubles musculo-squelettiques, et ce qu'on retrouve dans les études sur PubMed, Dental Professionals, donc ça comprend les dentistes, les orthodontistes, les hygiénistes dans les pays étrangers, les assistantes. Donc c'est vraiment tout ce monde-là qui est concerné. Et on a des petites valeurs sur tout ce qui est poignet, main, tennis elbow, canal carpien, mais c'est moins important, moins présent. Mais principalement épaules, cervicales, lombaires. Alors effectivement, on va en reparler avec votre témoignage dans un instant, docteur Keinec. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi les causes en fait de ces troubles musculo-squelettiques dont vous parlez ? Est-ce que c'est uniquement, on imagine, la position de travail ? Est-ce que c'est la répétition des gestes ? Alors effectivement, tout est question de fréquence, de durée et d'éloignement par rapport à une position de confort. Donc plus c'est éloigné, plus il faut que ce soit occasionnel ou il faut que ça dure pas très longtemps. Donc dès qu'on commence à se tenir dans des positions excentrées, et qu'on les tient longtemps, et qu'elles sont très excentrées, bah là, l'astreinte physique sur le corps monte en flèche, quoi. Est-ce qu'au niveau du fauteuil, du praticien, du tabouret, je veux dire, sur lequel on est assis quand on est orthodontiste, il y a eu des évolutions ou finalement c'est toujours la même chose depuis des années et c'est une position qui n'est pas
Très confortable. Alors très souvent on fonce là-dessus parce que ça paraît simple, on se dit j'ai mal au dos donc je suis assis sur le mauvais tabouret, alors qu'en fait notre position elle n'est pas fonction de ce sur quoi on est assis, mais elle est fonction de sur ce qu'on regarde. Parce que c'est en fonction de là où va se placer ce patient, ou là où on va arriver à le mettre, qu'on va devoir ou pas aller voir dans sa bouche. Et le principe de l'ergonomie, c'est que c'est plus à nous aller dans la bouche. Il faut d'abord qu'on prenne en compte notre position de travail et qu'ensuite on trouve des solutions pour mettre le patient devant nos yeux. Alors justement, on va, pour illustrer tout ça, entendre le témoignage du docteur Victor Keinec. Vous, c'était début 2023 que vous avez commencé à sentir des signaux d'alerte, en tout cas que vous avez commencé à souffrir fortement, je crois, au niveau des cervicales, et s'en est découlé beaucoup de choses par la suite que vous avez mis en place pour vous en sortir, parce que vous avez senti qu'il fallait absolument améliorer, en tout cas physiquement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour vous ? Bah oui, c'est ça. Début 2023, je me réveille un matin, un torticolis qui passe pas. Consulte, je vais faire une première radio du rachis cervical. On voit de l'arthrose, les mois passent, les douleurs persistent. Ce qu'on appelle des névralgies cervico-brachales, ça part des cervicales et ça va jusqu'au bout des doigts. Et c'était mon cas, c'était le bras droit. C'était la première fois ou vous aviez déjà eu des douleurs depuis que vous exerciez ? Des petites tensions. Ça m'arrivait de rentrer le soir quand je rentrais du boulot avec juste l'envie de rester allongé avec une poche de glace sur la nuque. Et donc j'ai fini par passer un IRM pour avoir posé le diagnostic de hernie discale. Je suivais un petit peu via les réseaux sociaux David et son groupe sur l'ergonomie dentaire et du coup le lendemain je t'envoie un message pour savoir quand est-ce qu'il y avait de la place pour une de tes formations parce que clairement il y avait un truc qui allait pas. J'ai 38 ans, j'ai encore 25-30 ans d'exercice devant moi, j'espère. Qu'est-ce que je fais ? Et pour savoir ce que je dois faire aussi, c'est important de savoir d'où ça vient. Je suis sorti de la fac en 2012. À la fac, on apprend à travailler sur des fantômes, des typodontes. On est noté sur la préparation qu'on fait, pas du tout sur notre position. On nous apprend pas du tout à bien nous installer. Et du coup, ça commence comme ça. Ensuite, on commence à travailler on fait des remplacements, donc dans des cabinets qui sont pas les nôtres, avec un matériel qui est pas fait pour nous, qui a pas été choisi par nous. Et au final, on se retrouve par le jeu des remplacements, des collaborations à s'installer. Ça a été mon cas. J'ai monté mon cabinet en 2022. Enfin, il a ouvert en 2022. Et j'ai tout simplement reproduit. J'ai fait un mix de tout ce que j'avais vu avant. Et une installation qui est pas du tout ergonomique. Qui plus est en orthodontie, où on travaille sur plusieurs fauteuils. Dans mon cabinet, il y a 5 fauteuils actuellement, donc il y a 5 fois le même dispositif. Les fauteuils, au début, ils n'étaient pas réglés pareil, donc je passais de fauteuil en fauteuil, de patient en patient. On vient d'ouvrir le cabinet, on a envie que les patients ils soient bien installés. On leur demande d'abord, est-ce que ça va, est-ce que vous vous sentez bien ? Et puis après, on commence à travailler, mais dans des positions qui sont affreuse. Donc en fait, l'orthodontiste fait passer le patient avant lui et c'est souvent ce qui pose problème, c'est qu'il s'adapte en fait à la position du patient. C'est ça. Bon, on est dans le soin, on s'occupe des autres et malheureusement, on passe un petit peu en dernier. On est aussi chef d'entreprise. Je suis aussi père de famille. Phase de ma vie où non seulement j'ouvrais le cabinet. Moi, je viens de l'omnipratique, donc en plus de mon activité libérale, je me formais. Plein de choses en même temps. Et la variable d'ajustement, c'est notre temps libre, c'est nous, on fait moins de sport, on se fragilise. Alors, il se passe des choses extraordinaires dans nos vies, dans ces phases-là, mais on s'oublie. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et il a fallu que je prenne les choses en main. J'ai commencé par me former, grâce à David et Pierre Faré, apprendre à bien me positionner. Alors concrètement, vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous en sortir et pour que ces douleurs s'atténuent, voire disparaissent ? Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Là, c'est rapidement passé. J'ai toujours des petites tensions, mais je rentre plus le soir, les mercredis, où c'est nos grosses journées, je rentre plus le soir complètement abattu et mal, quoi. Donc j'ai commencé par mieux positionner mes fauteuils, les allonger,
Ça, je pense qu'on en reparlera, c'est quand même la chose essentielle. Comme on doit positionner le patient un petit peu plus haut et pas trop se mettre en flexion cervicale, ce qui est mon cas, j'utilise des loupes. Ça fait 6-9 mois là maintenant que j'ai commencé à travailler des loupes. Je les quitte plus. Avant, vous n'en aviez pas? J'en avais pas. J'en avais pas. En fait, pour bien voir les choses, je devais rapprocher ma tête. Et en faisant ça, je mets en souffrance mes disques articulaires. Ils ont fini par s'user. Et c'est de là qu'est partie l'hernie discale. Donc, la formation en ergonomie dentaire du Dr Blanc qui vous a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place? Parce qu'on va en reparler, bien sûr, des conseils qui sont dispensés dans cette formation. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses en parallèle? Oui, bien sûr. Il y a eu ma position de travail. Mais il a fallu que je revoie, même si le cabinet venait d'ouvrir, la globalité, la disposition des espaces pour optimiser mon ergonomie, mais pas que, aussi l'ergonomie de mes salariés, de mes assistantes, de ma collaboratrice, pour que il n'y ait pas que moi qui m'en sorte et puis qu'on puisse tous travailler longtemps. Donc pour ça, on a mis en place un atelier participatif au cabinet, donc entre l'agence d'architecture, mes employés, donc tout le staff. Et aussi, j'ai intégré une ergonome dans cette équipe-là. Donc une ergonome de l'industrie qui se trouve avoir pas mal de connaissances en dentaire parce qu'avant, elle était dentiste. Donc ça tombait bien, c'était un hasard. Mais grâce à ça, on a pu travailler sur différentes zones de mon cabinet, voir ce qui marchait. Il y avait quand même des choses qui marchaient bien, d'autres qui marchaient moins bien. L'agence d'architecture travaille avec un système qui est hyper intéressant qui s'appelle Archiplan-Plan, où on travaille avec des petits dominos en bois qui représentent les meubles qu'on utilise au quotidien. Et donc, dans ces zones qu'on avait établies avec l'ergonome, chacun a pu disposer à sa façon les éléments pour optimiser sa propre ergonomie. Après, on en a discuté. L'ergonome a donné son avis là-dessus. Et ça a été la base des esquisses pour la deuxième version de mon cabinet. C'était hyper intéressant. Au lieu de travailler de façon pyramidale, tout le monde était au même niveau. Et je pense que non seulement pour notre futur exercice, pour la cohésion de l'équipe, c'était hyper important et c'est une démarche qui nous a tous beaucoup plu. Donc un succès finalement dans tout ce que vous avez mis en place, ça a effectivement très bien marché pour vous, ça vous a permis de vous en sortir assez rapidement. J'avais une question au docteur Blanc, est-ce que pour vous la prévention finalement est importante dans la gestion de ces troubles musculo-squelettiques dont on parlait? Parce que là on voit qu'il y a eu une réaction dans l'urgence finalement qui a été mise en place et qui a été efficace. Vous, est-ce que vous travaillez et vous recommandez aussi aux orthodontistes de travailler en amont? Alors c'est indispensable de faire de la prévention. Tout ce qui va être, on en parlera peut-être, mais tout ce qui peut être renforcement musculaire, étirement pour compenser les mauvaises positions, c'est complètement... Enfin moi ça me fait hurler d'entendre ça parce que ça ne doit pas exister. L'hygiène de travail, enfin l'hygiène du physique doit exister quel que soit le métier, mais ça ne doit pas être là pour compenser. Donc il faut absolument mettre en avant de la prévention. C'est la base de l'ergonomie, c'est la prévention primaire, et elle est pas forcément faite parce qu'on découvre... alors, ça vient des études, on en parlait tout à l'heure, mais ça vient des études parce qu'on apprend seul dans nos salles précliniques, parce qu'on n'est pas en binôme quand on commence à apprendre. Ce que tu disais parfaitement, c'est notre objectif, c'est réaliser la cavité qui est dans la dent. Et on est noté sur la cavité. À aucun moment, on est noté sur... Et surtout, on ne nous dit pas comment faire. On nous dit, il faut réaliser une cavité 6 stades de 2. Et puis on vient avec notre modèle qu'on montre au prof et est-ce que est-ce que c'est bon, j'ai la bonne note? Et c'est tout ce qu'on a. Donc forcément, on a envie de voir hyper bien. Donc on se penche, on s'approche parce que évidemment on veut voir de plus près pour voir plus gros et avoir une meilleure note. Mais à aucun moment on utilise un miroir. Personne ne sait comment l'utiliser. Les profs, peut-être savent pas non plus parce qu'ils n'ont pas forcément cette habitude. Et comme on apprend tout seul, il faut qu'on tienne l'aspiration. Donc forcément, il n'y a pas de miroir. Donc on apprend comme ça à la fac, donc on pratique comme ça en clinique, donc on pratique comme ça en cabinet, et puis ça y est, c'est foutu. Alors on reparlera avec la charge mentale, et parce que le cerveau ne peut penser qu'à une chose à la fois. Notre cortex préfrontal, qui est notre pensée, ne peut penser qu'à un truc. Donc on pense, on est tellement focalisé sur ce qu'on veut réaliser, parce qu'on veut bien faire. C'est encore pire chez les perfectionnistes,
c'est un facteur du burn-out aussi, mais on est tellement focalisé sur ce qu'on veut faire qu'on est impossible, notre attention est incapable de se focaliser sur ce qui se passe dans notre corps. Donc il faut que tout soit vu en amont, que toute l'ergonomie ait été évaluée en amont pour qu'on ne pense plus à l'ergonomie et que notre cerveau ne soit occupé qu'à la réalisation de la tâche, mais pas pollué par des choses qui ne sont pas au bon endroit, des éléments qui ne sont pas au bon endroit, un patient qui est mal placé, un problème d'accès visuel, un problème d'instrument qui ne vient pas dans la main au bon moment, et on cherche, et non, ça c'est foutu là. Docteur Blanc, est-ce qu'on peut imaginer, on en a parlé rapidement avec le témoignage du docteur Keinec, une meilleure collaboration entre professionnels pour pouvoir gérer ces mots? On parlait d'architecture, d'ergonomie. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à imaginer là-dessus en termes de collaboration? Oui, mais il faut que les chirurgiens dentistes communiquent beaucoup sur leurs besoins parce que les autres professions ne connaissent pas du tout les objectifs. Même moi qui suis très orienté omnipratique, enfin, mon activité principale c'est de l'omnipratique, j'ai pas forcément les connaissances des prérogatives ou des besoins qu'ont les orthodontistes. Parce que je pose pas d'arc, je pose pas de braquettes, je fais du collage, oui bien sûr, mais c'est pas du tout la même chose. Et même du coup dans différentes branches de la même profession, on peut avoir des besoins différents et donc des réponses qui vont être différentes. Donc c'est pour ça qu'on en parlait. Moi je suis attentif à leurs besoins, à leurs demandes, à leurs difficultés pour essayer de comprendre. Et donc lorsqu'on communique pendant les formations, on essaie de résoudre immédiatement les solutions et de donner des solutions avec nos connaissances parce que finalement c'est pas si compliqué que ça. Mais on n'y pense pas, on est pris dans nos habitudes. Docteur Keinec, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que quand j'ai fait ta formation, j'étais le seul orthodontiste. Oui. Et je ne crois pas qu'il y ait de formation d'ergonomie pour les orthodontistes. Non, c'est prévu. C'est très axé omnipratique. Et ce qui est bien dans ta formation, c'est qu'on apprend les principes de base, apprendre à bien se positionner, apprendre à bien tenir les instruments et on peut l'appliquer à nos actes du quotidien en orthodontie. Mais pour des actes qui se répètent, qui demandent justement cette routine, c'est vrai que ça manque. Il y aurait besoin de mettre quelque chose en place. Il y a des principes de base. En fait, l'objectif, c'est pas de dire aux praticiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut leur donner des compétences. Il faut déjà qu'ils aient compris la problématique du poste de travail du chirurgien dentiste. Leur donner des compétences en anatomie, en ergonomie, en réflexion sur leur propre corps, en proprioception, pour que d'eux-mêmes, ils arrivent à trouver des choses. On donne des clés pour qu'ils puissent retrouver des choses et réappliquer à toutes les branches. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche à faire des choses un petit peu plus précises parce qu'on a vraiment des besoins spécifiques sur chaque métier. Donc oui, c'est quelque chose qui est en prévision. Donc une formation en ergonomie spécialement pour les orthodontistes. Pour les orthodontistes, absolument. On suivra ça de près. Je voudrais qu'on parle maintenant dans cette deuxième partie de la fatigue mentale, du burn-out. On en a parlé rapidement en introduction. C'est peut-être le deuxième volet. On a parlé des mots physiques. Il y a aussi des mots mentaux, la santé mentale de l'orthodontiste qui peut être impactée, qui peut être touchée. On va en parler avec vous. La profession est particulièrement touchée. C'est quelque chose qu'on sait peu, mais la profession d'orthodontiste est particulièrement touchée par le burn-out. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Alors oui, effectivement, la profession est pour moi vraiment touchée par le risque de burn-out. Et même avant d'aller au burn-out, il y a la fatigue physique, l'épuisement, parce que le Conseil de l'Ordre considère qu'il y a quasiment 10% des praticiens qui sont sujets et malheureusement, on l'apprend que trop tard. Alors, qu'est-ce que vous identifiez, vous, comme cause, comme facteur qui peuvent mener justement à un surmenage, une dépression, un burn-out? Est-ce que vous avez identifié des causes? Je vous pose la question à vous, mais peut-être, docteur, vous aussi, vous avez des petites idées dans votre pratique Alors, depuis quelques années, l'orthodontie digitale a pris énormément de place et a une croissance exponentielle. Le métier d'orthodontiste est un métier humain, un métier de contact. On est avec les patients, avec leurs familles, ils ont besoin d'explications, ils ont besoin à un moment d'être bien sûr soignés. Mais l'orthodontie digitale s'est progressivement insinuée dans notre métier, un peu à l'image des smartphones dans notre vie durant les dernières années. Et en fait, c'est un temps qui est pris sur notre temps, soit personnel, soit sur le temps fauteuil. Et ce temps a besoin d'être compris, analysé et surtout, et d'une certaine façon, maîtrisé. Alors on va justement écouter votre témoignage dans un instant qui est lié bien sûr à ce flux numérique. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que ça a plein d'avantages, ces technologies, mais ça a aussi des inconvénients. Il faut savoir les apprivoiser. Il faut pouvoir en tirer parti. Moi, par exemple, grâce aux nouvelles technologies, moi, je peux me connecter à distance à mon cabinet. Plutôt que passer toute ma semaine au cabinet, je peux m'organiser des temps de travail
chez moi, donc c'est du télétravail, hein. Je me connecte au serveur du cabinet, je peux avoir accès à mes dossiers, préparer les courriers tranquillement, mais en me calant des temps bien précis. Docteur Rakoto Malala, à quel moment est-ce que vous avez réalisé, quel a été le déclic, où vous vous êtes dit, là, je suis pas loin du surmenage, du burn-out? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un peu brutal, on va dire. Et on va dire que le signe n'est pas forcément venu de moi, il est venu de l'extérieur. Parce que je travaille avec une équipe, on est 13 dans mon cabinet. Et je me suis rendu compte que le mode de management que je prônais dès le départ n'était pas le mode de management que j'appliquais au quotidien. Et j'étais pas la personne. Enfin, le reflet que j'avais de moi n'était pas la personne que j'imaginais. Et effectivement, je me suis retrouvé dans des conflits avec mes assistantes, parce qu'à un moment, je ne gérais pas correctement mes plans de traitement. Les documents n'étaient pas prêts au bon moment. Les patients étaient impatient parce que j'avais pas forcément répondu. Là, on parlait à un moment de la pression des patients, parce qu'il y a une pression, effectivement, il y a un objectif de résultat, hein, même si on leur donne un objectif de moyens, on a des objectifs de moyens. Mais il y a aussi une pression de communication des parents, parce qu'ils sont de plus en plus informés, ou désinformés, ou mal informés. Donc, je passe beaucoup de temps à discuter avec les parents sur les rassurer, les enfants également, parce qu'un enfant de 6 ans, quand on le soigne, il faut quand même bien le concentrer pour le soigner, parce qu'ils ont une capacité aussi de concentration qui peut être limitée. Et en fait, tout ça, je m'en suis rendu compte avec mon équipe, parce qu'à un moment, mon équipe ne me reconnaissait pas. Et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, à un moment, forcément, la première fois, c'est le rejet. Hein, donc, non, absolument pas. Et à partir du moment où ça commence à dépasser des sphères et que ça arrive dans la sphère personnelle, où à un moment, on a des remarques de notre famille, on discute, t'es absent, on n'arrive pas à te joindre, t'es tout le temps devant ton ordinateur et tout. Donc, en fait, c'est des petites alertes que j'ai eues. Et après, oui, il y a eu l'alerte physique. Ça veut dire qu'à un moment, on s'est rendu compte, oui, l'organisme, là, il ne suit pas. Parce que dans ce workflow dont on parle numérique, orthodontie digitale, on parle effectivement de tout l'aspect numérique, mais on ne parle pas de l'aspect énergétique. Ça veut dire qu'on commence notre journée, on a tous une journée de 1440 minutes, mais notre réservoir d'énergie, au départ, il n'est pas le même. On n'a pas la même énergie le matin que le soir, on n'a pas la même énergie en début de semaine, fin de semaine. Et si effectivement, on n'a pas nos phases de récupération ou SAS, et bien à un moment, ça s'accumule, et puis on dit toujours que ça arrive, mais qu'aux autres. Et c'est là où à un moment, je me suis rendu compte que, voilà, j'ai eu des fois des discussions entre quatre yeux avec mes assistantes, où à un moment, elles ne comprenaient pas pourquoi je réagissais comme ça. Et donc, alors que je suis le premier et tout à inciter les praticiens à se faire coacher dans leur cabinet, et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous avez mis en place alors à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu des changements radicaux Le premier, déjà, c'est de comprendre ses émotions, déjà de les accepter, de les interpréter. Ensuite, c'est en discuter avec les équipes, parce que souvent, les personnes avec qui on travaille, nos assistantes, elles sont très proches de nous. Elles nous parlent, on est très proches, donc elles le voient quand on est énervé ou préoccupé. Donc, c'est important d'en discuter avec elles. Et c'est vrai que pour moi, c'était aussi la base du management que je prônais. Donc, d'en discuter avec les équipes, parce que souvent, elles ont souvent les solutions. Ça, c'est une des deux premières choses. Et puis après, ça a été justement canaliser ce flux numérique. Et donc, on a mis en place une organisation dans le cabinet où plus de 95% de mes notifications arrivent sur une page. Ça veut dire que j'ai qu'une page à regarder. Je n'ai pas à aller regarder sur tel site. Alors après, j'y vais, mais c'était important pour moi à un moment de me dire, toutes mes notifications sont là. Ça veut dire que tout ce dont mon équipe a besoin comme information, ça veut dire rappeler un patient, un problème sur un début de traitement ou un parent que je dois rappeler, tout tombe dessus. Je n'ai pas à aller chercher l'information, elle tombe un peu comme le pilote avec son tableau de bord. Les informations essentielles, elles sont devant lui et pas dans son dos. Elles sont devant moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et après, ce flux numérique, il a fallu le gérer aussi avec l'énergie. Et il y a des praticiens qui sont habitués à gérer leur temps numérique en disant tous les jours, je consacre une heure le matin pour gérer mon flux numérique. Il y en a qui préfèrent le faire le soir, il y en a qui préfèrent le faire entre midi et 2. Donc ça, c'était important à un moment d'en discuter aussi avec mon équipe et moi me dire qu'est-ce qui me convient le mieux. Parce que quand je valide un clean check, je le valide mieux le matin que le soir. Ma concentration est totalement différente et aussi gérer le temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille par phase de 25 minutes, pas plus.
Parce que si je me dis je vais travailler 1 heure, souvent quand je vais dire je vais travailler 1 heure, bon, réellement je vais être efficace 40 minutes parce que je vais être dérangé par quelqu'un qui va venir, une notification ou autre. Et donc je travaille par bloc de 25 minutes. Ça veut dire pendant 25 minutes se concentrer, puis après je peux me permettre autre chose. Et un peu comme Victor aussi, j'ai travaillé à distance et que des fois j'ai 25 minutes et quand je vais attendre un train ou quand je vais attendre un avion, j'ai 25 minutes et je vais pouvoir travailler et être pleinement efficace. Quelles ont été pour vous les conséquences principales, ces changements sur votre pratique professionnelle aujourd'hui ? En fait, c'est juste réorganiser mon temps, déjà. Ça, c'était important à un moment. Et que dans ce temps, il faut que je consacre du temps pour moi. Et en fait, parce qu'à un moment, on prend très souvent sur son temps, sur son énergie personnelle, sur son temps personnel également. Et voilà, c'est apprendre à canaliser mon énergie, à comprendre mon énergie et comprendre que les phases de sommeil, elles sont tout aussi importantes que les phases d'éveil. De comprendre que mes équipes aussi n'ont pas forcément la même disponibilité aussi en fonction de la journée. Donc, et ça a amélioré drastiquement mon mode de management. Ça m'a amené une certaine humilité à être beaucoup plus flexible. Docteur Keinec et docteur Blanc, quelle est votre réaction quand vous entendez ce témoignage ? C'est assez rare, non, d'entendre ce genre de témoignage dans la profession. Alors c'est hyper intéressant et c'est très intéressant, très intelligent d'avoir combiné ces deux thèmes aujourd'hui parce que c'est totalement indissociable. Le corps et l'esprit sont totalement indissociables. On ne peut pas traiter l'un sans traiter l'autre et l'impact de l'un et sur l'autre est inverse aussi. L'expression « j'en ai plein le dos », on la connaît dans le langage populaire, c'est exactement ça. Bien évidemment que ce ras-le-bol peut être autant physique que psychologique et interférer sur l'un comme sur l'autre. Donc le déclenchement d'un burn-out, il peut être physique. L'alerte, elle peut être physique. Parce que l'esprit n'est pas capable d'avouer qu'il y a un souci, qu'il y a un problème, donc c'est le corps qui va parler. Alors peut-être que sur une hernie cervicale, ça peut aussi être multifactoriel, ce n'est pas que la position de travail, parce qu'on peut avoir la meilleure ergonomie du monde, si à côté on a un conflit au cabinet, on a un surmenage, mais ça ne sert à rien du tout. Et c'est le corps qui va parler. L'orthodontie, c'est un métier qui est assez solitaire. Finalement, vous l'avez dit, vous êtes à la fois orthodontiste, mais aussi manager, chef d'entreprise. C'est le cas de beaucoup de professions libérales. Est-ce que finalement, l'orthodontiste est formé depuis la fac à ne pas chercher de l'aide extérieure ? C'est quelque chose que vous dites un peu en filigrane. Est-ce que c'est un constat que vous partagez tous les trois ? Ah oui, non, mais quand je discute avec des praticiens, tout le monde me dit ça va. Alors je ne sais pas s'il y a une politique de l'autruche ou de non-dit ou parce qu'à un moment on a cette volonté de performance, mais je trouve qu'on échange effectivement pas suffisamment et tout entre praticiens et même dans l'équipe. Tous les membres de l'équipe doivent à un moment échanger. Chaque personne a une influence et tout sur l'organisation du cabinet et sur le bien-être parce que en orthodontie 95% de ce qui va se passer dans la journée est parfaitement anticipable. Donc si à un moment ça se passe pas correctement, c'est qu'à un moment on a eu un souci de communication ou d'organisation. Et c'est là au moment où je me suis rendu compte, ouais, être orthodontiste c'est bien, mais gérer un cabinet d'orthodontie c'est différent. Et là, gérer un cabinet d'orthodontie, c'est discuter avec ses équipes, comprendre est-ce que le message que je vais transmettre est le bon message ? Est-ce que l'assistante va à un moment correctement donner les informations et tout aux patients et tout ? Parce que derrière, ça génère du stress. Et effectivement, oui, on n'apprend pas suffisamment et tout à gérer une équipe et puis à déléguer, à transmettre, à communiquer. Et ça fait défaut dans notre profession. Docteur Blanc ? Alors, tout à fait. Et on n'est absolument pas formé à autre chose que l'acte technique. Alors justement, c'est une parfaite transition pour parler un peu plus de vous, de ce que vous faites, docteur Blanc. Pourquoi vous vous êtes lancé dans l'ergonomie ? Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'ergonomie dentaire ? Alors, l'ergonomie, c'est l'étude, ergo c'est le travail, c'est l'étude du travail. L'ergonomie, la définition de l'ergonomie, la plus simple, il y en a plein, c'est adapter le travail à l'homme. Sauf que quand on met un patient dans un fauteuil, qu'on allonge jusqu'à ce qu'il nous dit stop et qu'on essaie d'aller voir dans sa bouche, c'est nous qui nous adaptons au travail. C'est plus le travail qui s'adapte à nous. Donc on ne fait plus de l'ergonomie. Donc l'ergonomie, c'est ça. Alors pourquoi, si c'est votre question, pourquoi est-ce que je suis allé faire de l'ergonomie ? Tout début où j'ai commencé l'ergonomie, c'est en tant que kinésithérapeute. Parce que mes patients venaient au cabinet avec des problématiques, je réglais leurs problématiques avec des outils que j'avais appris en école de kiné et en école d'ostéo, et puis je m'apercevais que ça ne réglait pas les problèmes. Ça ne réglait pas les problèmes parce qu'il y avait des préoccupations psychologiques,
et c'est tout l'intérêt de ton témoignage, et des préoccupations et des problématiques d'ergonomie de leur poste de travail. Donc moi, je réglais le souci, et puis le lundi, ils repartaient au boulot, et ça recommençait, tout recommençait à zéro. Donc c'est pour ça que je suis allé faire ce DU en ergonomie de l'industrie, et quand j'ai repris mes études pour plusieurs raisons, et que je suis allé en chirurgie dentaire, en 4e année, donc première année de stage clinique, j'ai rencontré un praticien qui m'a commencé à m'expliquer des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais entendu auparavant. En tout cas, dans l'ergonomie de ce qu'on me disait. Moi, à la fac, on me disait, tiens-toi droit, c'est pas comme ça, fais pas ça, mets-toi dans telle position. Oui, mais dans cette position, je vois rien. Donc, moi, l'objectif, c'est la note, c'est comment je fais pour avoir une bonne note. Bon, il faut que j'y vois, donc je me penche, je pars en vue directe. Et puis, donc, ce qu'il me disait n'avait rien à voir avec ce que j'avais entendu auparavant. Et qu'est-ce qu'il va me dire encore ? Est-ce que je lui dis que c'est bon, je sais tout, je suis kiné, je suis ergonome, je suis ostéopathe, il va rien m'apprendre. Eh ben non, c'est toujours intéressant d'écouter quelqu'un on est toujours l'ignorant de quelqu'un d'autre. Donc j'ai écouté ce qu'il avait à me dire, et donc ce que je disais, ça m'a paru extrêmement intéressant parce que c'était en rupture totale avec ce que j'avais entendu auparavant. Donc je lui ai expliqué que j'étais kinésithérapeute. Il m'a dit mais c'est génial, il faut qu'on partage nos connaissances, nos expériences, et donc c'est comme ça qu'on a monté ces formations d'ergonomie qui sont en rupture totale avec l'ergonomie générale qu'on peut voir dans les cabinets, qui n'est pas vraiment de l'ergonomie, qui est c'est l'histoire du chirurgien dentiste avec son fauteuil de barbier, hein, et de l'habitude du formatage du fauteuil dentaire avec le patient qui s'assied dedans et qu'on allonge jusqu'à ce qu'il nous dise stop. Tous les patients vont pouvoir avoir la tête au même endroit, parce que c'est ça le centre du cabinet, c'est ça la référence, c'est la tête du patient. Il faut que la bouche soit toujours au même endroit, c'est ça le point de départ. À partir de là, on va pouvoir enfin régler notre cabinet. Déjà, le premier point, c'est ça. À tel point que je suis allé jusqu'à ne plus avoir un fauteuil, de me débarrasser du fauteuil et d'avoir une table de soins ça existe maintenant sur le marché, et ça modifie complètement la façon de prendre en charge un patient. Est-ce que vous avez d'autres conseils ? On a compris pour le fauteuil que c'était primordial. Est-ce que vous avez d'autres conseils, par exemple, pour s'adapter aux nouveaux protocoles, pour bien utiliser ces outils ? On a parlé de la difficulté parfois de s'adapter aux nouveaux outils, au numérique, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place d'un point de vue ergonomique ? Alors, d'abord, faire attention à sa proprioception, tu en as parlé un petit peu, et c'est vrai que c'est un moment de le faire en amont, sans patient, en l'absence de patient, de repenser à son poste de travail, cette remise en cause de tout le cabinet avec ergonome, qui est très importante, mais en l'absence de patient, sinon on est focalisé sur le patient, et de faire appel à ce qu'on ressent, et de se dire, est-ce que je pourrais travailler dans cette position pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure, est-ce que je peux rester comme ça une heure ? Si je peux y rester, maintenant on trouve des solutions pour mettre le patient à cet endroit-là, et à quel endroit je pourrais prendre mes instruments ? Ici, donc il va falloir mettre l'instrument ici. À quel endroit est-ce que mon ordinateur peut être pour faire un clean check ? Je ne sais pas, où sont mes mains, où sont mes bras, où est mon regard, où va ma tête ? Je vais mettre l'écran devant mes yeux. Le clavier, je vais le mettre sous mes mains. La souris, je vais regarder où va ma main. Je voulais que vous nous donniez, pour finir cet épisode, chacun 3 astuces, 3 trucs et astuces que vous auriez peut-être aimé avoir, tous les deux, docteurs peut-être, avant d'avoir justement ce signal d'alerte assez fort. Est-ce que vous auriez 3 conseils à donner pour quelqu'un qui commence à ressentir des douleurs ? Alors le premier conseil, c'est d'en discuter avec l'équipe. On prend souvent la matrice d'Eisenhower entre ce qui est important, urgent et non important, non urgent. Le deuxième conseil, c'est d'aller dans les cabinets. C'est de me dire, c'est là où tu travailles, c'est comme ça que tu t'organises, parce qu'entre ce que tu me dis et toi, c'est bien beau, mais moi, je voudrais vraiment voir si à un moment, la position de travail, elle est correcte. Est-ce que l'ergonomie, pour laquelle c'est essentiel à un moment pour notre qualité de professionnel, est-ce que tu le mets vraiment en application ? Voilà, c'est vraiment discuter avec les praticiens, et je vais souvent à la rencontre de praticiens dans leur cabinet pour... en toute humilité, je dis, là, c'est pareil, c'est ta zone à un moment de progression, d'analyser, de discuter avec les praticiens sur leur organisation, mais dans leur milieu. Ça, c'est très important. Hervé, est-ce que tu as des conseils à me donner ? Parce qu'on échange avec les praticiens avec qui on est ouvert dessus. Je fais, OK, c'est bien. Moi, ce que je te propose, c'est que je vais à une demi-journée dans ton cabinet, et pas 1 heure, 2 heures, et puis on discute, on voit un peu ton organisation. Et ça, pour moi, c'est magique. Docteur Blanc, vous avez déjà donné pas mal de conseils, très, très concrets, très pratiques. Vous êtes d'accord, je vous ai vu acquiescer avec ce que les 2 docteurs disaient. C'est des choses pour vous qui se mettent en place au quotidien de manière proactive. C'est ça qui est important. Et le fait d'aller dans un cabinet, c'est indispensable parce qu'on ne se voit pas. Et quand on fait une étude ergonomique, alors soit dans un cabinet, je le fais moi maintenant, mais quand on fait une étude ergonomique dans une entreprise, on pose une caméra, on met le film en route, les 2 premières heures, poubelle, on ne regarde pas
parce que évidemment on fait attention, on se tient bien, voilà. Et quand on commence à être plus focalisé sur sa position de travail, mais sur ce qu'on a besoin de faire, ça y est, les vraies positions, et c'est un excellent outil. Et ça, je peux que encourager les praticiens à faire ça. Alors c'est terrible parce que vous allez voir tous vos défauts, vous allez voir les fautes d'asepsie, vous allez voir les positions de travail, vous allez voir le flux de travail qui va pas. Mais c'est un excellent outil pour s'analyser. Photo de profil, et là on commence à analyser, on peut faire des mesures de flexion cervicale, de temps passé, d'amplitude, de répétition des gestes. Ça, c'est de la vraie étude ergonomique, oui. On va finir cet épisode avec une petite démonstration, comme promis avec vous, docteur Blanc. Vous allez nous montrer 2 choses, comment bien tenir des pinces et vous allez nous montrer aussi comment bien se servir de la caméra Lumina du scanner iTero. Est-ce qu'on peut voir ça avec vous ? Alors oui, effectivement, les pinces sont... Alors il y a plusieurs pinces, vous m'excuserez si je ne connais pas les noms, hein, je ne pose pas de braquette ni de... Là tu tiens la pince de Weingart. Voilà, pince de Weingart, parfait. Une des problématiques que je constate régulièrement, c'est la prise de cette pince et surtout le fait de devoir l'amener en bouche qui va provoquer soit une flexion du poignet très importante, soit une élévation du coude très importante, où les praticiens vont se poser sur le côté, donc on se retrouve avec des positions qui vont être très nocives parce qu'elles sont répétitives, et elles demandent du temps. En fait, aucun geste n'est interdit. On peut faire n'importe quoi, mais à partir du moment où on y passe du temps, où c'est répété, il faut faire très attention. Comment est-ce qu'on peut analyser ça ? Notre main, quand elle est... alors, moi, je peux que prôner le placement plus ou moins à midi, en tout cas entre 10h et midi. Ma main, elle se tient de cette façon-là. Et j'ai une prise de main de cette façon-là. Mon instrument, en bouche, il n'est pas efficace pointe vers le haut, il est efficace pointe vers le bas, puisque la bouche, c'est une cavité qui est ouverte vers le plafond. Donc, si je veux analyser les choses, il faut que je fasse correspondre ma main qui est orientée de cette façon-là à un instrument qui est orienté de cette façon-là. Comment je fais ? Je fais simplement matcher les deux. C'est extrêmement logique. Alors oui, je sais, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais il y a une courbe d'apprentissage dans toutes les nouvelles façons de procéder. Mais à partir du moment où on a compris qu'il fallait faire correspondre la position de la main naturelle, une position de main détendue à l'utilisation d'un instrument, ça va être la même chose avec un instrument rotatif, ça va être la même chose, on va le voir avec la caméra, mais la pince, très souvent on met l'index à l'intérieur, et puis il faut serrer en même temps, et prendre appui, c'est compliqué. Une petite solution, c'est de ne pas mettre l'index à l'intérieur, c'est de mettre le majeur à l'intérieur. À partir du moment où on met le majeur à l'intérieur, on peut venir mettre l'index sur la pointe ici de la pince, mettre le pouce sur l'autre extrémité, ce qui me permet avec mon majeur d'éviter que ça dérape et de perdre la prise. Et avec les 2 doigts dessus, j'ai un contrôle qui est extrêmement précis. Je peux même rajouter, alors je me fais engaucher, je peux même rajouter l'utilisation d'une autre main, d'un doigt de l'autre main, pour augmenter la précision, pour aller mettre un arc dans un tube, je dis pas de bêtises, parfait. Parce que ça demande de la force, surtout si les arcs sont puissants, et là j'ai de la force. Je vais avoir de la précision parce que je vais le faire avec la totalité de ma main, je vais avoir des contrôles avec les doigts. Donc c'est une nouvelle façon de procéder, mais dès qu'on y trouve l'intérêt et dès qu'on gagne un bénéfice immédiat, c'est adopté, ça va très vite. Et par contre, plus jamais on fait ça, c'est fini ça. Donc on a bien compris pour les pinces, est-ce que maintenant vous pouvez nous montrer la caméra Lumina ? Oui, bien sûr. La caméra, ça va être exactement la même chose. Alors la plupart des praticiens vont prendre une caméra comme un stylo, et puis ils vont aller dans la bouche, vont se mettre face au patient, et puis ils vont commencer à lever la main, à lever le bras, et ça va pas fonctionner parce qu'on va pas être du tout confortable. Alors que de la même façon, je prends le même raisonnement, la caméra, elle doit aller à l'intérieur, on peut se placer à midi aussi, c'est extrêmement confortable pour faire un scan, parce qu'à midi, on a le scan vers nous pour le maxillaire, et vers les pieds du patient pour la mandibule. Ma main est en position repos de cette façon, le scan il doit être en bouche, je vais faire matcher les deux. C'est pas plus compliqué, et je peux rajouter mon autre main aussi pour faire passer d'un côté à l'autre. Je suis pas obligé de faire tourner la caméra, je peux parfaitement passer ma caméra d'une main à l'autre pour pouvoir la faire tourner, pour éviter des positions complètement délirantes des poignets et des bras. Merci beaucoup Dr Blanc pour toutes ces infos et cette démonstration très précise. Avec Merci plaisir. À vous. Est-ce qu'on peut savoir comment trouver des infos sur votre formation en cherchant sur Internet? J'imagine qu'on trouve les dates des prochaines sessions. Oui, ergonomie dentaire, en général, si on tape ces 2 mots-clés, on tombe sur moi. Sinon, sur Instagram et sur Facebook, il y a les pages ergonomie dentaire, Dental Ergonomics ou ergonomie dentaire. Ça se trouve très facilement. Et si vous fouillez un peu, vous trouvez. Il y a le site ergonomie dentaire aussi, on trouve tout ce qu'il faut. Oui.
Et docteur Rakoto Malala, vous aussi, votre association, comment on la trouve, comment on peut vous contacter ? Alors, bon, pareil, hein, sur Internet et tout, où les praticiens peuvent directement me contacter sur Internet ou par téléphone. On en discute beaucoup avec les praticiens et j'invite vraiment les praticiens à un moment à ne pas avoir peur à un moment d'échanger sur leurs ressentis parce que vraiment, comme je disais tout à l'heure, des fois, il y a un peu la politique de l'autruche. Docteur Keinec, comment on vous trouve sur LinkedIn, je crois, si on a envie de vous contacter pour partager mon nom sur LinkedIn. Si mon expérience, mon témoignage peut avoir une résonance, je serais volontiers ouvert à la discussion. Ensuite, je voulais aussi dire qu'on a une situation qui est enviable. On est orthodontiste, chirurgien dentiste, on est maître de notre temps. Donc c'est difficile de se plaindre. Absolument. Pouvoir dire, quand on nous dit ça va, oui, je vais pas te dire que ça va pas. Oui, mais c'est important de témoigner sur les difficultés. C'est un peu la déprime en ce moment. Il se passe tellement de choses autour de nous. On se plaint pas, donc on encaisse, et puis à un moment, ça lâche. Oui. Ouais, c'est pour ça que cet épisode était important, je pense, pour comprendre effectivement que malgré votre situation et malgré les a priori, parfois les préjugés, il peut y avoir des difficultés. Et vos témoignages ont été très précieux, je pense, messieurs. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir expliqué ce qu'était l'ergonomie dentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à très vite. Dans ton cab par Align Technologies, c'est le podcast qui tous les mois vous plonge dans le monde de l'orthodontie grâce à des invités experts. Vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de streaming préférée en audio et en vidéo sur YouTube. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire. Nous les lirons avec attention. C'était dans DENT Ton Cab, le podcast des orthos pour les orthos.